Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et tous et bonne année. Si nous accueillons depuis quelques jours un redout, l'année 2025 a commencé pour la majeure partie du pays dans un froid glacial, obligeant le turbinage des chauffages et laissant poindre l'angoisse d'un alourdissement conséquent des factures à réguler le printemps venu. C'est qu'en parallèle de cette vigueur hivernale à laquelle on ne croyait plus depuis nombre d'années, c'en est fini du bouclier tarifaire. Dispositif d'urgence, ce dernier a permis de limiter la hausse des prix de l'électricité grâce à un gel de son tarif réglementé de vente et prendre fin dès le 1er février 2025 pour cause de mauvaise santé des finances publiques. Cet encadrement des prix de vente de l'énergie avait été doublé d'une diminution à son minimum de la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité, qui remonte aussi progressivement pour renouer avec ses 32 € par mégawattheure d'avant-crise. Si cet arsenal protecteur a permis une augmentation, sinon en douceur, au moins par étape, des prix de l'énergie et en particulier de l'électricité, cette dernière va connaître un bond de plus 10% dès le mois de février. Heureusement, jusqu'au 31 décembre 2024, pas moins de 900 000 foyers éligibles avaient encore la possibilité de faire une demande de chèque énergie. Créé en 2015 et promulgué dès 2018, ce dispositif est un coup de pouce concédé par l'État pour aider les ménages les plus modestes à régler leurs factures d'énergie. Cette aide publique a pour ambition le lissage des inégalités d'accès à l'énergie, mais il n'empêche qu'elle reste révélatrice de certaines apories sociétales en matière de logique d'organisation du système énergétique. Notons d'abord que la diffusion d'un tel outil de protection donne à voir que l'énergie est considérée comme un besoin primaire pour lequel on peut bien difficilement faire l'impasse. Le Code de l'énergie stipule d'ailleurs que l'électricité est un produit de première nécessité. Et c'est dans le sillage de cette conception sociale de l'énergie que le chèque énergie assoit ses fondations en tant que remplaçant du tarif de première nécessité qui permettait jusqu'en 2018 une réduction allant jusqu'à moins 60% des 100 premiers kWh consommés par les ménages les plus précaires. Le chèque vient donc tenter de réparer un risque majeur pour la santé et la dignité des individus, celui de la coupure nette. De son côté, le médiateur national de l'énergie prône en solution plus efficace le droit à l'alimentation énergétique minimale. Un léger détail distinguant les deux outils reste cependant à mentionner. Les bénéficiaires du tarif de première nécessité étaient indexés automatiquement par la sécurité sociale, alors que le chèque énergie doit être, dans la plupart des cas, réclamé par les foyers pouvant potentiellement prétendre à y avoir droit. En France, on lutte donc toujours contre la grande pauvreté, mais on ajoute quelques petites épreuves, comme quoi tout peut être pensé comme un jeu. Mais ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est que ces politiques d'accessibilité de l'énergie participent à institutionnaliser une idée clé, celle de précarité énergétique. Cette notion est héritière des solutions politiques envisagées au passage à l'an 2000 pour aider, grâce à des fonds de solidarité, les ménages qui n'étaient plus en mesure de régler leurs factures, et ce en raison des crises énergétiques successives ayant secoué la fin du XXe siècle. Elle propose cependant d'aller plus loin que la seule aide contre les impayés et est définie par la loi d'engagement national pour l'environnement qui stipule « est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires ». Cette définition accorde ainsi une attention à 3 facteurs en mesure de maximiser la vulnérabilité des personnes au cœur même de leur habitat. La précarité économique, les piètres qualités thermiques liées au mal logement et l'augmentation des tarifs de l'énergie. En 2002, d'après l'ADEME, 22% des Français déclaraient avoir souffert au moins 24 heures du froid. Un chiffre qui augmente d'après l'Observatoire national de la précarité énergétique, qui souligne que cet inconfort concernait en 2024 30% des habitants du pays. Si les coups de pouce financiers, les aides à la rénovation des logements comme MaPrimeRénov' ou encore au changement des appareils de chauffage pour limiter les déperditions énergétiques pensent un certain nombre de mots, il n'empêche que l'augmentation de la précarité énergétique est ici contextuelle à l'envolée des prix de l'hiver 2022, conséquence directe et conjointe de la reprise économique post-Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Ce contexte précis oblige à interroger les logiques de production, distribution et accès à l'énergie, en bref, l'organisation du secteur. D'office, un élément saute aux yeux. L'énergie est un produit propulsé dans les marchés financiers internationaux et dépend donc de toute une série de fluctuations en mesure d'en faire évoluer le prix, qu'importe la réelle capacité de production locale.
Pour bien comprendre les enjeux soulevés ici, une présentation des protagonistes impliqués s'impose. Le marché de l'énergie est traversé par les activités des producteurs, transporteurs, distributeurs et fournisseurs jusqu'à atteindre tout en bout de chaîne un consommateur final pour qui tout un tas de processus justifiant le tarif de sa facture sont flous. Ces rôles structurants sont disputés par un nombre croissant d'acteurs à partir des années 80 et de la libéralisation internationale des marchés. Et doucement, vous voyez où je veux en venir. Sous couvert de recherche d'efficacité et de promesses de baisse des prix, des producteurs et fournisseurs alternatifs aux géants nationaux historiques ont été invités à participer à la fête. Si l'ouverture des marchés de l'énergie permet l'intégration facilitée d'énergie renouvelable dans les réseaux, il n'empêche que l'on est forcé de constater que la considération de l'énergie comme bien de première nécessité qu'il convient donc de stabiliser s'éloigne tout doucement. En effet, les producteurs vendent leur énergie sur le marché de gros. En Europe, 2 bourses y sont opérantes et c'est au cœur de ces places boursières que les distributeurs et fournisseurs échangent leurs produits et négocient les prix. Comme tout marché, ce dernier est marqué par des fluctuations, notamment liées au difficile équilibrage entre offre et demande, cette dernière étant très variable et pouvant atteindre les limites des capacités de production, dotant ainsi les producteurs d'un pouvoir d'envoler des prix. D'autres éléments sont aussi impliqués dans la définition des tarifs, comme les garanties d'origine, qui attestent qu'un mégawattheure est issu de production renouvelable ou de cogénération. Le marché est ici traduction des orientations politiques européennes visant la décarbonation. Plus précisément, les prix des mégawattheures sont fixés quasiment au jour le jour pour répondre au mieux à la demande et suivent le principe du coût marginal. Aussi, en fonction du nombre de gigawattheures demandés, différentes sources d'énergie disponibles sur le marché européen sont activées, en commençant par les énergies renouvelables, au coût quasi nul, pour finir par le gaz, bien plus cher. C'est là que le bas a blessé en 2022. La demande européenne n'a pas baissé et le robinet de gaz russe s'est tari, faisant de cette source d'énergie une denrée rare et donc bien plus chère que d'accoutumée. Ce mode de fonctionnement assure donc un usage encouragé des renouvelables et un approvisionnement certain de tous les Européens, puisque le coût de l'énergie n'est plus dépendant de la capacité de production d'un seul pays, mais de la stabilisation du marché à l'échelle de l'Europe en fonction de la demande et de l'offre disponible sur l'ensemble du réseau électrique de l'Union. Et c'est justement là que les controverses naissent. En effet, puisque toutes les bourses d'électricité des pays membres sont impliquées dans le calcul fixant le prix du mégawattheure, ce dernier peut dépasser le coût de production local des pays en forte capacité, comme c'est par exemple parfois le cas en France, mais seulement lorsque le parc nucléaire n'est pas pour moitié à l'arrêt. Comme quoi, rien n'est simple. Le souci de l'approvisionnement et de la décarbonation permet donc d'anoblir la libéralisation du marché de l'énergie. Mais rappelons que l'Europe n'est pas opaque au reste du monde et pas entièrement souveraine sur les fluctuations de son marché ni sur la qualité des flux qui transitent dans ses réseaux. Par exemple, courant des années 2000, les USA ont augmenté massivement leur production de pétrole grâce à leur maîtrise de la fracture hydraulique. De quoi ravir les porte-monnaies de tout le monde, au nez et à la barbe de la sauvegarde des écosystèmes et de la limitation du dérèglement climatique en revanche. On ne peut pas tout avoir. Les variations de prix, même à la baisse de l'énergie, ne sont donc pas toujours positives et peuvent ralentir la mise en œuvre de mesures écologiques. Quoi qu'il en soit, il reste bien étonnant de faire fluctuer un bien de première nécessité au gré de la demande internationale, des enjeux géopolitiques et des jeux d'acteurs peut-être un peu trop nombreux pour se partager le gâteau. Ainsi, le chèque énergie, pour y revenir, permet de limiter certains effets négatifs de cette libéralisation de l'énergie, mais une solution plus pérenne serait de la considérer comme un bien commun à préserver des sirènes des marchés. Alors, le modèle du communalisme, tel que porté par le philosophe Bookchin, pourrait être une piste intéressante. Cette alternative populaire, égalitaire et autosuffisante propose l'organisation démocratique d'espaces géographiques réduits et valorise la production et la consommation locale de biens adaptés donc aux réels besoins en fonction des capacités de production. Cette proposition philosophique assurerait au consommateur final une plus grande souveraineté quant à la sélection des sources énergétiques qu'il utilise et le protégerait des fluctuations financières en limitant le nombre d'intermédiaires. Finalement, elle est un rempart à la domination financière et commerciale comme unique mode de développement, en obligeant chaque communauté nationale à repenser ses besoins en fonction de ses ressources propres et de ses capacités d'échanges commerciaux justes et apaisées. En France, par exemple, cela nous demanderait de concéder à un certain nombre d'efforts. Mais ce sera là l'objet de la prochaine chronique, celui de la domination internationale des pays occidentaux pour capter une grosse partie des flux d'énergie. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.